Miami, 2005. Une caméra de surveillance enregistre les derniers instants d'une jeune femme pénétrant dans un ascenseur à 3h40 du matin. Les portes se referment. Et puis, elle s'évanouit simplement dans l'air. L'établissement disposait de 16 caméras de surveillance. Des agents de sécurité présents 24 heures sur 24. Un système ultramoderne de contrôle d'accès. Il était pratiquement impossible d'entrer ou de sortir sans être repéré. Pourtant, l'impensable s'est produit. Quelques heures plus tard, à 10 miles de distance, un ouvrier fait une découverte bouleversante, le corps dénudé et meurtri d'une femme, abandonnée dans un terrain vague aux confins de la ville. C'était Ina Budnicka, 21 ans, la même jeune femme de l'ascenseur. Comment quelqu'un pouvait-il disparaître de l'un des hôtels les plus sécurisés de Miami sans laisser de traces? Et plus crucial encore, qui serait capable de perpétrer un crime aussi sauvage? Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez manquer aucun détail de cette histoire saisissante qui a démasqué un prédateur dont personne ne soupçonnait l'existence. Ina Budnicka était une jeune Ukrainienne de 21 ans qui, comme tant d'autres immigrants, était venue aux États-Unis en quête d'opportunités. Son histoire a débuté lorsqu'elle a décroché un emploi prometteur sur un navire de croisière opérant depuis le port de Miami. Grande, blonde et dotée d'un sourire envoûtant, Ina était reconnue pour sa personnalité rayonnante et sa détermination. Même à des milliers de kilomètres de chez elle, elle maintenait des liens étroits avec sa famille, particulièrement avec sa mère, qui résidait toujours en Ukraine. On la voyait fréquemment passer des appels internationaux pendant la nuit, en raison du décalage horaire entre Miami et son pays natal. Le destin, cependant, avait d'autres projets pour la jeune Ukrainienne. Quelques mois avant l'incident qui bouleverserait sa vie, Ina a subi un accident de travail sur le navire, se blessant gravement à un doigt. La compagnie de croisière, probablement soucieuse d'éviter des complications juridiques, lui a proposé un hébergement temporaire au Miami Airport Regency Hotel jusqu'à son rétablissement complet. Pour Ina, l'hôtel est devenu plus qu'un simple logement temporaire, c'était sa résidence provisoire aux États-Unis. Malgré le contretemps de l'accident, elle menait une vie sociale active. Elle se liait facilement d'amitié et, comme toute jeune femme de 21 ans, profitait de ce que la ville dynamique de Miami avait à offrir. Durant son temps libre, Ina sortait régulièrement avec des amis, explorait la ville et maintenait un contact permanent avec sa famille via des appels internationaux. Elle avait même entamé une procédure judiciaire contre la compagnie de croisière suite à son accident, démontrant que, malgré son jeune âge, elle savait défendre ses droits. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que son séjour temporaire à l'hôtel, qui devait être une période de convalescence et de sécurité, se transformerait en scène de l'une des affaires les plus intrigantes de l'histoire criminelle de Miami. Une histoire qui a commencé lors d'une soirée dominicale apparemment ordinaire, lorsqu'Ina est sortie dîner avec un ami nommé Peter, sans imaginer que sa vie était sur le point de basculer radicalement. La dernière image normale d'Ina la montre revenant à l'hôtel après avoir acheté une carte téléphonique dans une station-service proche, une routine habituelle pour elle, qui appelait généralement sa mère à cette heure-là en raison du décalage horaire. Les caméras de sécurité ont enregistré son retour à 3h40 du matin. Ce qui se produirait dans les heures suivantes transformerait la vie de cette jeune Ukrainienne en l'un des plus grands mystères que la ville de Miami ait jamais connu. Pour comprendre l'énigme derrière la disparition d'Ina, nous devons parler du lieu qui aurait dû être son refuge sur le Miami Airport Regency Hotel. Nous ne parlons pas d'un simple hôtel de bord de route. Le Regency était réputé pour posséder l'un des systèmes de sécurité les plus sophistiqués de Floride. L'hôtel s'enorgueillissait de ses 16 caméras de surveillance stratégiquement positionnées, surveillant chaque mouvement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le système était si complet que le vice-président du Regency lui-même affirmait, avec conviction, qu'il était impossible pour quiconque d'entrer ou de sortir de l'hôtel sans être détecté par au moins une des caméras. Chaque couloir, chaque entrée, chaque sortie, tout était méticuleusement surveillé. Les seuls endroits dépourvus de caméras, pour des raisons de confidentialité, étaient les chambres des clients et l'intérieur des ascenseurs. Mais même cette petite faille dans la surveillance était compensée par un système sophistiqué de cartes clés. Ce système enregistrait chaque déplacement des clients, chaque fois qu'une carte était utilisée pour accéder à un ascenseur, à la piscine, à la salle de sport ou à tout autre espace de l'hôtel, l'heure et le lieu étaient automatiquement consignés dans une base de données. C'était un système qui transformait le Regency en une véritable forteresse moderne. C'est dans cet environnement apparemment impénétrable qu'Ina passait ses journées pendant sa convalescence. Les mêmes caméras qui enregistraient sa routine quotidienne, ses sorties pour dîner, ses promenades dans le hall,
ses trajets vers la station-service pour acheter des cartes téléphoniques, deviendraient les témoins silencieux de son dernier parcours connu. Durant cette nuit fatidique, le système de sécurité fonctionnait parfaitement comme d'habitude. Les caméras ont filmé Ina revenant à l'hôtel à 3h40 du matin, après avoir acheté sa carte téléphonique. Les images la montrent entrant dans l'ascenseur, seule. Et puis, comme dans un tour de magie digne des plus grands illusionnistes, elle a simplement disparu. Ce qui s'est passé cette nuit-là défierait toute la logique du système de sécurité du Regency. Comment quelqu'un pouvait-il disparaître d'un hôtel où chaque mouvement était enregistré? Comment une jeune femme pouvait-elle s'évaporer d'un bâtiment protégé par des dizaines d'yeux électroniques? Plus intriguant encore, si Ina a été retrouvée à 10 miles de distance, comment est-elle sortie de l'hôtel sans être vue par une seule caméra? C'était comme si le système de sécurité, conçu pour être infaillible, avait rencontré son égal en un criminel qui connaissait chaque détail de son fonctionnement. La réponse à ce mystère apparemment impossible se cachait dans les registres de sécurité de l'hôtel eux-mêmes. Mais il faudrait un regard extraordinairement attentif pour percevoir le détail crucial que tous avaient négligé. La découverte du corps d'Ina par un agent des services publics le matin du 21 février 2005 a marqué le début de l'une des enquêtes les plus complexes jamais menées à Miami. Le détective Alan Foote, du département de police de Miami-Dade, a été assigné à l'affaire et a immédiatement compris qu'il ne s'agirait pas d'une enquête ordinaire. Ina avait été retrouvée complètement nue, avec un traumatisme crânien grave, les os du visage fracturés et couvertes d'ecchymose. L'examen médical a révélé quelque chose d'encore plus troublant, de l'ADN masculin a été trouvé sur son corps, confirmant qu'elle avait été agressée sexuellement. Mais elle était vivante, de justesse. À l'hôpital, lorsqu'Ina a finalement repris conscience, les enquêteurs se sont heurtés à un autre obstacle, elle ne pouvait pas parler. Le traumatisme était si sévère qu'elle avait même du mal à distinguer l'anglais de l'ukrainien. Sa seule forme de communication passait par un bloc-notes, mais ses souvenirs étaient fragmentés, confus. Le détective Foote a alors commencé à reconstituer méthodiquement les derniers moments connus d'Ina. Les caméras de l'hôtel montraient son retour de la station-service à 3h40 du matin. Elle est entrée dans l'ascenseur et, plus rien. C'était comme si elle s'était volatilisée. Un détail intrigant a attiré l'attention des enquêteurs, il y avait un écart de 17 minutes entre le moment où Ina a été vue pour la dernière fois dans l'ascenseur et celui où sa carte clé a été utilisée pour accéder à sa chambre. Que s'est-il passé pendant ces 17 minutes? C'était suffisant pour que beaucoup de choses tournent mal. Les premiers suspects sont apparus naturellement. Peter, l'ami avec qui Ina avait dîné ce soir-là, avait eu une dispute publique avec elle quelques mois auparavant. George Perez, le directeur de nuit de l'hôtel, avait été vu en train de discuter avec Ina vers 2h15 du matin. Tous deux ont volontairement fourni des échantillons d'ADN, et tous deux ont été éliminés comme suspects. Le détective Foote a minutieusement examiné chaque image des enregistrements de sécurité, vérifié chaque relevé de carte clé, interrogé le personnel et les clients. Toutes les théories possibles ont été envisagées, aurait-elle pu être descendue par une corde? Jetée par la fenêtre? Emmenée par une sortie de secours non surveillée? Au fil des semaines qui se transformaient en mois, la frustration grandissait. Les souvenirs d'Ina, lorsqu'ils émergeaient, étaient confus et parfois contradictoires. Même sous hypnose, elle ne parvenait pas à fournir des informations fiables sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Après 9 mois d'enquête, l'affaire semblait vouée à devenir un autre mystère non résolu. Le département de police se retrouvait sans indice, sans suspect et sans réponse à la question qui continuait de hanter tous les intervenants: comment quelqu'un pouvait-il disparaître d'un hôtel hautement sécurisé sans laisser de traces? La réponse était là, dissimulée dans ces mêmes enregistrements qui avaient été analysés des centaines de fois. Mais il faudrait un nouveau regard, avec une perspective complètement différente, pour voir ce que tous avaient manqué. L'enquête étant dans l'impasse et sa réputation en jeu, le Miami Airport Regency a décidé d'engager son propre enquêteur privé. Entre en scène Ken Brennan, un ancien policier qui semblait tout droit sorti d'un film d'action. Avec son apparence singulière, débardeur, jeans, bottes de motard et plusieurs bagues aux doigts, il n'était pas exactement ce qu'on attendait d'un enquêteur d'hôtel de luxe. Le contraste entre Brennan et l'ambiance formelle de l'affaire ne pouvait être plus saisissant. Son style direct et son accent prononcé de New York ont immédiatement mis mal à l'aise le détective Foote. Au début, la police voyait Brennan davantage comme un obstacle qu'une aide, après tout, enquêteurs privés et policiers font rarement bon ménage. Mais Brennan n'était pas là pour marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Son approche de l'affaire était méthodiquement systématique.
Il a commencé exactement comme l'avait fait le détective Foot, en explorant les quartiers autour de l'endroit où Ina avait été retrouvée, en interrogeant les résidents, en recherchant tout détail qui aurait pu passer inaperçu. Il est rapidement devenu évident que cet enquêteur avait un regard différent pour les détails. Alors que les autres se concentraient sur le moment où Ina avait disparu, Brennan s'intéressait davantage à ce qui s'était passé ensuite. Pourquoi n'y avait-il aucune trace d'elle quittant l'hôtel? Comment avait-elle été transportée sur 10 miles sans être vue? La première découverte significative de Brennan est venue lorsqu'il a remarqué le décalage dans les horloges de l'hôtel. Le mystère des 17 minutes était en réalité une erreur de synchronisation entre le système de caméra et le système de carte-clé. Un détail apparemment anodin, mais qui avait consumé des mois d'enquête. Mais c'est pendant ces interminables heures d'analyse des enregistrements de sécurité que Brennan a commencé à développer une théorie que personne n'avait envisagée. Il observait les mêmes vidéos que tous avaient déjà visionnées des dizaines de fois, mais il cherchait quelque chose de différent. Il ne cherchait pas Ina, il cherchait n'importe quoi d'inhabituel. Au fur et à mesure que Brennan et le détective Foot ont commencé à travailler ensemble, une improbable alliance s'est formée. Ce qui avait commencé comme une relation tendue a évolué vers une collaboration productive. Brennan n'avait peut-être pas l'insigne, mais il possédait quelque chose d'aussi précieux, une perspective entièrement nouvelle sur l'affaire. Pendant des jours, il a regardé et re-regardé les enregistrements des caméras de sécurité, étudiant chaque mouvement, chaque personne qui entrait et sortait de l'hôtel. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose, un détail si minime, si insignifiant, que n'importe qui aurait pu le manquer. En fait, tout le monde l'avait manqué. C'était un détail qui allait complètement changer le cours de l'enquête et révéler non seulement ce qui était arrivé à Ina cette nuit-là, mais aussi exposer un prédateur dont personne ne soupçonnait l'existence. Ken Brennan a commencé son analyse des enregistrements avec une méthode différente des enquêteurs précédents. Au lieu de se concentrer uniquement sur Ina, il a commencé à suivre systématiquement chaque personne apparaissant sur les caméras pendant cette nuit-là. Sur les images de l'ascenseur à 3h41 du matin, il a identifié un homme grand et corpulent entrant avec Ina. L'homme mesurait plus d'1,80 m, pesait environ 160 kg et portait des lunettes. À 5h30 du matin, les caméras ont enregistré le même homme transportant une valise de taille moyenne à travers le hall de l'hôtel vers le parking. Le comportement du suspect après ce moment a attiré encore plus l'attention. Une heure après être sorti avec la valise, il est revenu à l'hôtel sans elle. Plus étrange encore, il est resté hébergé une nuit supplémentaire, comme si rien ne s'était passé. C'était un schéma inhabituel pour un client ordinaire. Lors de l'analyse image par image des enregistrements, Brennan a remarqué un élément crucial. Au moment où la valise s'est coincée entre l'ascenseur et le sol du hall, l'homme a dû déployer un effort disproportionné pour la déplacer. Il s'est complètement retourné, utilisant ses deux mains et exerçant une force considérable, un effort injustifié pour une simple valise de voyage, particulièrement compte tenu de sa carrure. Pour étayer sa théorie, Brennan a entrepris une investigation technique minutieuse. Il a utilisé les repères muraux de l'hôtel et les objets de dimension connus dans les enregistrements pour calculer la taille exacte de la valise. Avec ces mesures, il s'est procuré une valise similaire pour des tests pratiques. L'analyse scientifique des images a révélé d'autres détails. Le suspect portait un t-shirt avec le logo Mercury sur le devant et Verado au dos. Cette information, apparemment anodine, s'avérerait cruciale pour la suite de l'enquête. Brennan a également effectué une analyse approfondie des registres de l'hôtel. Il a découvert que le système de caméra et le système de carte-clé présentaient un décalage de 17 minutes dans leurs horloges, expliquant une incohérence qui avait déconcerté les enquêteurs pendant des mois. Les calculs de temps et de distance ont corroboré la théorie. L'intervalle entre le départ du suspect avec la valise et son retour à l'hôtel correspondait exactement au temps nécessaire pour conduire jusqu'à l'endroit où Ina avait été retrouvée, l'abandonner et revenir. L'hôtel a fourni des copies des documents d'identité des clients, mais elles étaient pratiquement illisibles. Les photocopies étaient de si mauvaise qualité qu'on distinguait à peine les visages ou les noms. Cette limitation a contraint Brennan à chercher d'autres moyens d'identifier le suspect. L'enquête a révélé que le logo sur le t-shirt appartenait à Mercury Marine, un fabricant de moteurs de bateaux. Par coïncidence, l'entreprise avait participé au Salon nautique international de Miami à cette époque. Cette connexion a ouvert une nouvelle piste d'investigation. Brennan a découvert que le suspect n'était pas un employé direct de Mercury Marine, mais avait travaillé lors de l'événement via une société de restauration nommée Centerplate. L'entreprise recrutait des employés à travers tout le pays pour les grands événements, compliquant davantage le processus d'identification.
L'enquêteur s'est alors concentré sur les employés de Centerplate originaires de Louisiane, suite aux informations selon lesquelles le suspect avait été recruté dans cette région. Cependant, un nouvel obstacle est apparu, l'ouragan Katrina avait récemment dévasté la zone, déplaçant des milliers de personnes et détruisant des archives. L'analyse méthodique de Brennan a montré que le criminel ne connaissait pas seulement bien le fonctionnement de l'hôtel, mais savait aussi utiliser le système de sécurité à son avantage. Au lieu d'essayer de trouver des angles morts ou des failles, il avait simplement dissimulé son crime aux yeux de tous. Cette découverte a complètement changé le cours de l'enquête. Il ne s'agissait plus de chercher comment quelqu'un aurait pu quitter l'hôtel sans être vu, le criminel avait été filmé tout du long. La question était maintenant de découvrir l'identité de cet homme qui avait exécuté un plan aussi audacieux que troublant. La recherche de l'homme mystérieux a commencé avec le seul indice tangible, le t-shirt Mercury Marine. Brennan a découvert que l'entreprise avait récemment lancé son nouveau moteur de bateau, le Mercury Verado, lors du Salon Nautique International de Miami. Les t-shirts portant ce logo étaient distribués exclusivement aux employés travaillant dans l'espace restauration de l'événement. Brunswick Corporation, propriétaire de Mercury Marine, fut la première cible de l'enquête. Brennan a demandé les registres de tous les employés ayant séjourné au Miami Airport Regency pendant la période du salon nautique. L'entreprise a indiqué n'avoir aucun employé logé dans cet hôtel, mais a révélé que les t-shirts Mercury Verado étaient distribués uniquement aux employés du service de restauration. L'enquête s'est orientée vers Centerplate, l'entreprise responsable du service de restauration de l'événement. Leur méthode de recrutement compliquait le traçage, ils embauchaient des employés temporaires de tout le pays, leur permettant de choisir leurs propres hôtels et remboursant ensuite les frais. Il n'existait aucun registre centralisé indiquant où logeait chaque employé. Brennan a envoyé les photos des caméras de sécurité à la NASA, espérant que des technologies avancées pourraient améliorer la qualité de l'image et révéler plus de détails du badge d'identification que portait le suspect. Même avec des équipements sophistiqués, les images sont restées trop granuleuses pour l'identification. Les entretiens avec d'anciens employés du salon nautique ont apporté des informations précieuses. Plusieurs d'entre eux se souvenaient du suspect, un homme noir de près de 2 mètres de hauteur, pesant environ 136 kg et portant des lunettes. Plus important encore, ils ont mentionné qu'il avait été recruté en Louisiane. Cette information a réduit le champ de recherche de 300 millions d'Américains à 4 500 000 habitants de Louisiane. L'enquête s'est concentrée sur la Nouvelle-Orléans, réduisant encore le nombre à 450 000 personnes. Un contact de Brennan dans la police locale pouvait aider dans les recherches, mais un obstacle dévastateur est survenu, l'ouragan Katrina. La tempête avait déplacé plus d'1 500 000 personnes de la région, détruit des archives et complètement transformé le paysage urbain. Au milieu du chaos post-Katrina, le contact policier a réalisé une découverte surprenante, un nom. Michael Lee Jones Jr. Le défi maintenant était de localiser cet homme dans un état dévasté par l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire américaine. Brennan a entamé une recherche systématique auprès des entreprises de restauration. Il a compilé une liste de toutes les principales entreprises du secteur dans le pays et initié des contacts. La plupart ont coopéré rapidement, fournissant des informations sur leurs employés. Cependant, Ovation Food Service a exigé une ordonnance judiciaire pour divulguer toute information. La résistance d'Ovation n'a fait qu'intensifier les soupçons. L'ordonnance en main, Brennan a découvert que Jones travaillait dans un stade de baseball de ligue mineure dans le Maryland. La localisation du suspect a déclenché une course contre la montre pour éviter qu'il ne change d'emploi ou de ville. Le détective Foot s'est immédiatement envolé pour le Maryland. Pendant l'interrogatoire, Jones a fait preuve d'une coopération inhabituelle, acceptant de fournir volontairement son ADN et participant à de longs entretiens. Pour Foot, cette attitude suggérait l'innocence. Pour Brennan, c'était le signe que le suspect tentait d'évaluer l'avancement de l'enquête. Pendant 3 jours d'entretien approfondis, Jones a maintenu sa version. Il affirmait que la valise était lourde en raison de vêtements, de chaussures, d'une Xbox et de nombreux livres. Lorsqu'il a été pressé au sujet de ses lectures, il n'a pu citer un seul titre, révélant une faille dans son récit. La police de Frederick, Maryland, par l'intermédiaire du lieutenant Chase, a établi une surveillance discrète. Les officiers surveillaient les déplacements de Jones en attendant les résultats d'ADN et d'autres procédures d'enquête. En parallèle, les enquêteurs ont organisé une séance d'identification photographique avec Ina. Une série de photos d'hommes aux caractéristiques similaires lui a été présentée. Sans hésitation, elle a identifié Jones. Bien que toujours confuse sur les détails de la nuit de l'attaque,
Ina était absolument certaine du visage de son agresseur. Les résultats d'ADN sont arrivés et étaient concluants, Michael Lee Jones était responsable de l'agression d'Ina. Mais cette confirmation n'était que le début. Lorsque son profil génétique a été introduit dans la base de données Cody, des correspondances sont apparues avec d'autres affaires non résolues. L'ADN de Jones correspondait à 3 autres agressions, 2 à la Nouvelle-Orléans en 2003 et 1 à Colorado Springs en 2005. Chaque cas présentait un schéma similaire de violence et une méthodologie soigneuse pour éviter la détection. L'arrestation de Jones a abouti à de multiples condamnations. Il a été condamné à la prison à perpétuité dans le Colorado en 2009 pour l'agression de Colorado Springs. En 2015, il a plaidé coupable pour les agressions de la Nouvelle-Orléans, recevant 45 années supplémentaires de prison. Il purge actuellement sa peine à la Sterling Correctional Facility dans le Colorado. L'enquête qui avait commencé avec un simple t-shirt a abouti à la capture d'un prédateur en série. Le travail méticuleux de Brennan n'a pas seulement résolu l'affaire d'Ina, mais a aussi apporté la justice à d'autres victimes qui attendaient des réponses depuis des années. La découverte fortuite d'un détail sur une caméra de sécurité a fini par exposer un criminel qui avait réussi à opérer dans l'ombre pendant des années, traversant les États et échappant à la détection jusqu'à ce moment-là. L'affaire d'Ina Budnicka aurait pu se terminer par une peine légère. En raison de la confusion de la victime sur les événements et sa réticence à accepter la théorie des enquêteurs, Michael Lee Jones n'avait initialement reçu que 2 ans de prison en échange d'un aveu d'agression sexuelle avec arme. Pour beaucoup, cette sentence semblait scandaleusement légère compte tenu de la gravité du crime. Mais Ken Brennan était convaincu que l'ADN de Jones, une fois dans le système Cody, révélerait bien davantage. Il avait raison. L'enquête a révélé que Jones avait développé une méthode constante. Il profitait des grands événements, comme les conventions et les salons, pour trouver ses victimes. Son travail dans les services de restauration lui donnait accès à différentes villes et hôtels, lui permettant d'opérer sans éveiller les soupçons. L'affaire du Colorado a apporté un tournant significatif. La victime, Jennifer Rosley, est malheureusement décédée de cause naturelle avant de pouvoir témoigner au procès. C'est alors qu'Ina, malgré son appréhension initiale, a décidé de témoigner. Son témoignage a été crucial pour la condamnation. La procédure civile engagée par Ina contre le Miami Airport Regency a également connu son dénouement. L'hôtel, qui s'enorgueillissait tant de son système de sécurité, a été jugé négligent et condamné à verser $300 000 de dommages et intérêts. Pour Ina, l'affaire a suscité des émotions mitigées. Bien qu'initialement réticente à accepter le déroulement des événements, elle a trouvé la force d'affronter son agresseur au tribunal et d'aider à condamner un prédateur en série. Sa décision de témoigner dans l'affaire du Colorado, même des années après sa propre agression, a démontré un courage extraordinaire. L'affaire qui avait commencé comme un mystère apparemment impossible dans un hôtel de Miami a fini par exposer une série de crimes s'étendant sur plusieurs États. L'attention aux détails de Ken Brennan n'a pas seulement résolu l'affaire d'Ina, mais a aussi apporté la justice à d'autres victimes qui attendaient des réponses depuis des années. Alors, qu'avez-vous pensé de cette affaire incroyable? Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus surpris. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. À bientôt pour une nouvelle affaire.